temps. Ah, mais je me rappelle, Cyril, quand on ne se connaissait pas, tu m'avais envoyé un message pendant la grande grève de Radio France en 2015 en disant on ne se connaît pas, mais ce que vous faites, parce qu'on se voyait à l'époque, c'est super, tenez bon. Exactement. Et j'ai tenu bon, et finalement les résultats ils sont là, parce que le groupe de radio s'est jamais aussi bien porté, mais c'est vrai que de l'intérieur ça a tangué. Ouais. Depuis ça roule bien, hein, voilà, les émissions les rails. Et moi c'est vrai que j'aime pas quand il y a une espèce de lynchage. D'acharnement, oui. C'est d'acharnement sur Mathieu qui avait fait un travail exceptionnel à Radio France. D'ailleurs les résultats payent encore, hein, parce que Radio France cartonne, on le voit, on le dit tous les 2 mois lorsqu'il y a des résultats radio. C'est important pour vous de parler, après avoir été lavé des accusations qui étaient faites à votre rencontre. Hein. Oui, c'était important parce que je voulais apporter un témoignage à plusieurs tiroirs. Un témoignage sur ce monde politico-médiatique, c'est celui qui va intéresser, j'ai envie de dire, le grand public parce qu'on voit que c'est féroce. Un témoignage aussi sur mon parcours, qui je suis. Parce que les gens avaient l'image de quelqu'un, un mec assez froid, le beau gosse, j'ai eu tous ces trucs-là. C'est pas mal d'avoir l'image de beau gosse. Alors, non, ouais, il y a un moment, je dis, quand t'as une image de beau gosse, les gens se disent, en fait, il a rien dans le citron. Ouais. Et en fait, j'ai le même problème. Hein. Un bon exemple pour la suite. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment le sujet. Je voulais raconter qui j'étais, d'où je viens. Moi, je suis d'une famille de classe moyenne, élevé dans un milieu rural, dans le sud-ouest de la France, et j'ai ce parcours qui m'a permis d'avoir la carrière qu'on connaît. Et puis, je voulais apporter aussi un témoignage sur le travail de transformation de Radio France, parce qu'effectivement, la boîte, elle a sacrément bougé. Donc, c'est vrai que j'ai viré beaucoup de gens en arrivant. On a changé 70% de la grille de France Inter. Donc, forcément, il y en a quelques-uns qui n'étaient pas contents. Et forcément, ils vont trouver des relais après, politiques à droite à gauche, et puis après, finalement, ça se coalise un peu et ça rentre dans le tas, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une succession de choses. Alors, vous avez été à la tête de Radio France de 2014 à 2018. Vous décrivez cette période comme ayant été écrite pour un scénario de série. Vous racontez les coups tordus, les trahisons dont je vous cite, le monde impitoyable des médias et de la politique. Et vous revenez notamment, on va revenir sur la rumeur d'une liaison avec Emmanuel Macron. Une rumeur que le président avait choisi de rendre publique lors d'un meeting à Bobigny en 2017, livrant ainsi votre nom à toute la presse. Voilà, on a les images, on se rappelle de ça, c'était fou. Sans vous prévenir. Regardez, c'était fou ça. Ouais, dinguerie. Je voudrais faire couler que j'ai des vies cachées ou autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, mais je vous rassure, comme elle partage toute de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je dois faire. Donc, si je mettre le pied dans le plat, si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi, je ne le connais pas. Alors, c'est vrai que ça, c'était incroyable. Comment vous avez appris que Emmanuel Macron, que vous avez cité C'est une scène que j'ai retranscrite dans le livre. Oui. Je suis en train de dîner chez une amie ce soir-là, avec quelques personnalités qui sont connues, notamment Jean-Claude Gaudin, qui était le maire de Marseille. Et puis, je vois mon portable qui vibre là dans ma poche. Et je vois des copains journalistes qui me disent « T'étais au courant par SMS ?» Alors, je me dis « Au courant de quoi ?» Donc là, je vais sur Twitter. Et je vois effectivement que le candidat Emmanuel Macron vient de sortir le coup de l'hologramme. Donc bon, je suis un peu quand même perturbé parce que bien sûr que la rumeur, elle courait depuis des semaines, j'ai envie de dire même des mois. Je le raconte dans le bouquin. Ma propre grand-mère, qui a 80 ans à l'époque, reçoit des mails où on lui dit il y a une photo qui va sortir de Macron avec Gallet, main dans la main dans un bois, enfin des conneries. Voilà. Ma propre grand-mère qui m'appelle, qui me dit tu sais mon chéri, j'ai reçu ça, mais je dis bah oui, tu connais ma vie, mamie, c'est pas très crédible, quoi. Ouais. Et donc, voilà, on le savait, il a pris la décision, et je pense que c'était la bonne décision de le prendre avec humour, tordre le cou, la référence à Mélenchon avec l'hologramme et tout. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il m'appelle. Alors, il vous appelait le lendemain. Il vous appelait le lendemain, il vous a dit, vous le dites, allô Mathieu, c'est Emmanuel Macron. Je vais vous dire que j'ai parlé de nous hier soir. Ce nous qui n'en était pas un, mais que la seule prononciation par l'un de ces deux protagonistes suffisait à faire exister. Ce nous, c'était Emmanuel et Mathieu. Ce nous, c'était une fiction, mais elle semblait tellement crédible que le futur président de la République avait décidé de la rendre possible par la parole. C'est ce que vous dites dans le livre. Oui, en fait, le téléphone sonne, c'est un numéro masqué. Bon, j'aime pas trop les numéros masqués en général. Et puis là, je sais pas pourquoi, mon nez m'a dit que c'était lui. Et j'avais pas envie de lui parler. En fait, j'étais un peu en colère. Ah oui, ça, ah ouais. Ouais, j'étais un peu en colère. Et puis, voilà, il m'a laissé un message plutôt sympa, rigolard, parce qu'en fait, l'un et l'autre,
on se disait, mais c'est quoi ce truc de dingue? Vous ne connaissiez pas du tout? Non, enfin, on se connaît parce que moi j'étais président de l'INA, lui était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc c'est une relation professionnelle, mais on n'est pas intime, on est... voilà. Et donc cette rumeur, c'est une création de toute pièce. C'est pas juste un pote et on a tiré le fil en disant c'est plus qu'un pote. Non, c'est une relation professionnelle. Donc il y a bien quelqu'un qui a créé ce sale bruit. Pas pour me nuire à moi, c'était pour le nuire à lui, parce que la cible, clairement, c'est de se dire un candidat dont on dit qu'il a une double vie, parce qu'en fait, on ne croit pas à son histoire perso, dire, ben voilà, on crée une cochonnerie comme ça, et moi, en fait, j'étais le candidat pour cette rumeur. Donc, en fait, on n'a jamais reparlé après. Pourquoi ils vous ont choisi, vous? C'est ça? Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on est la même année avec Emmanuel Macron, on a assez vite réussi, chacun dans son domaine, moi les médias, lui la politique. Voilà, moi je le dis dans le bouquin, il y a 2 points qui nous rapprochent, peut-être c'est le rôle de nos grands-mères. On sait, sa grand-mère maternelle a beaucoup compté dans son éducation intellectuelle, et ma grand-mère aussi, Geneviève, à qui je passe le bonjour ce soir, parce qu'elle a 89 ans maintenant, a aussi beaucoup compté dans ma vie, je raconte dans le livre. Voilà, c'est 2 parallélismes. On a parlé il y a un instant de cette rumeur qui a été vraiment tout le monde... C'est vrai que c'était une rumeur, d'habitude une rumeur, c'est vrai que ça s'arrête un peu aux gens du métier. Là, tout le monde était au courant de cette rumeur. C'est pour ça que je pense qu'Emmanuel Macron, on a parlé, cette rumeur de liaison entre vous et Emmanuel Macron, je pense que c'est... Et moi, je pense que l'avoir fait comme ça avec humour, je pense que ça a brisé la glace, et je pense que c'était la bonne solution. C'était la meilleure. Exactement, la meilleure. Il n'y a que lui qui pouvait en parler. Oui, parce que... C'était lui qui était quand même concerné. Hein. Moi, j'étais juste un objet au milieu. Mais en fait, il a traité avec humour. Alors, par contre, on a vu que ça fait exploser le nombre de requêtes autour de Radio France, puisqu'il se trouve que 15 jours après ce meeting où il en parle, moi je suis avec mon équipe de Radio France en Californie, on va visiter les grandes entreprises californiennes, on arrive chez Google, et là il y a Welcome Radio France, et puis il nous dit, regardez le nombre de fois où on cherche Radio France sur Google, et là il tape Google sur un écran géant, et tout d'un coup, on voit l'augmentation 500% de requêtes, on voit Radio France, Mathieu Gallet, Emmanuel Macron. Donc ça avait quand même partout dans le monde, ça a été, et puis il y a eu beaucoup de médias russes, enfin médias entre guillemets, qui ont alimenté le truc. Il y a quand même eu des vraies manipulations autour de cette rumeur pour perturber la campagne de 2017. Oui, Gilles. Oui, alors le livre est passionnant et vous parlez beaucoup de cette rumeur et notamment du rôle potentiel de Brigitte Macron. Et vous écrivez à un moment, autour d'elle, c'est une citation, autour d'elle, certains petits marquis sont venus remuer le couteau dans la plaie. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que vous pensez que Brigitte Macron et l'Élysée ont joué un rôle actif dans votre éviction qui vous ont poussé à la démission de Radio France? Ce qui en fait s'est passé sur Radio France, soyons clairs, c'est que en fait Cyril Hanouna l'a raconté. J'ai été effectivement condamné en première instance pour des contrats de consultants qui n'auraient pas respecté les codes des marchés publics quand j'étais président de l'INA. Derrière, effectivement, le CSA, qui est le seul à nommer et pouvoir révoquer les présidents des médias publics, a fait une enquête et effectivement a souhaité que je parte. Je pouvais le comprendre, même si c'était très dur à vivre personnellement, c'était très dur pour les équipes, parce qu'on l'a dit, il y avait un super boulot qui a été fait. Voilà, moi je suis parti, je me suis réinventé une vie après. Ce qui est sûr, c'est que vous savez, il y a toujours dans les histoires comme ça de rumeurs, des gens qui veulent faire leurs importants, qui viennent mettre un petit peu de poil à gratter et tout ça. Donc les principaux protagonistes, ils sont au-dessus de ça. Il y a toujours des gens qui essaient effectivement de faire les malins. Et je pense qu'il y a des gens, effectivement, moi tout le monde ne m'aime pas. Je veux dire, quand vous faites de toute façon bouger les choses, quand vous êtes comme moi avec un esprit assez entreprenant, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire, je suis plutôt castagneur, je veux dire, forcément vous ne faites pas que des amis, donc il y a des gens qui ont envie de vous dézinguer. Alors, c'est vrai, je vous le confirme. On va compter également avoir été victime d'autres rumeurs au cours de votre carrière. Certaines personnes ont insinué que vous aviez été nommé président de Radio France en 2014 uniquement parce que vous étiez homosexuel et que le président du CSA, Olivier Schramek, président de l'époque, serait tombé sous votre charme, alors que l'homosexualité présumée du président du CSA était également une rumeur faussement fondée. D'autres ont aussi raconté que votre statut de protégé de Frédéric Mitterrand vous a permis d'accéder à ces postes de pouvoir. Il y a eu énormément de rumeurs. Il y a beaucoup d'homophobie en fait latente dans tout ça. On imagine des histoires, c'est toujours des histoires de fesses. Voilà, non mais c'est ça. On dit il est là, c'est pas pour les bonnes raisons. Voilà. Donc en fait, comme il y a de la misogynie, une femme qui réussit, je pose toujours des questions en fait. Pourquoi est-ce qu'elle a réussi? C'est pas parce qu'elle est juste la meilleure. C'est qu'on se dit est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière tout ça? Alors en plus, si vous avez la malchance, d'être effectivement
jeune, en bonne santé, avec une bonne tête. Les gens se disent non, c'est pas votre talent, c'est pas le travail que vous avez fait. Moi, pour arriver où j'en suis, j'ai bossé. J'ai fait des études. Enfin, je l'ai dit, dans ma famille, je suis un des premiers qui a fait des études supérieures. Donc voilà, je suis pas arrivé là par l'opération du Saint-Esprit ou par je ne sais quelle protection. Mais donc, il faut tout le temps se battre. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aussi dans ce bouquin, c'est quand vous êtes différent, quand votre parcours n'est pas exactement celui des grands patrons traditionnels, il faut se battre, il faut croire en soi, il ne faut pas lâcher, il faut avoir confiance en soi, tracer sa route, et à la fin, on gagne. Alors, vous évoquez également, vous réglez vos comptes, notamment avec Fleur Pellerin. Elle était à l'écologie. Ministre de la Culture. Fleur Pellerin, exactement. Ouais. Je confonds avec, exactement, qui était ministre de la Culture à l'époque. Vous racontez comment cette ministre de la Culture de François Hollande aurait voulu obtenir votre éviction chez Radio France. Et vous dites qu'elle a été soutenue par Manuel Valls, qui était Premier ministre à l'époque. Oui, alors les rapports avec Fleur Pellerin, ils sont très très durs parce que pendant la grande grève en 2015 qui dure un mois à Radio France, il y a bien quelqu'un qui doit porter le chapeau de cette grève dont on n'arrive pas à sortir. Donc c'est soit le dirigeant, soit moi, soit la ministre qui n'a pas vu les problèmes arriver ou qui n'a pas su les résoudre. Et à la fin, c'est une lutte vraiment sans merci. Tous les coups sont permis. On va aller me ressortir justement des contrats, du temps Lina. J'ai toutes les semaines le Canard enchaîné pendant 6 semaines qui sort des trucs en permanence. Donc c'est vraiment en rafale. Et à la fin, moi je tiens le bon parce que le CSA ne me lâche pas. Il m'avait élu un an avant à l'unanimité. Donc il n'avait pas à se déjuger au bout d'un an. Les audiences commençaient déjà à remonter. Moi je tiens le coup. J'avoue que heureusement que j'avais ma vie privée, ma famille, mes amis pour tenir. C'était quand même très violent, très dur de se prendre l'actionnaire, donc l'État, le Canard enchaîné, l'inspection des finances qui essaie de contrôler toutes vos dépenses pour montrer que finalement l'histoire du bureau, parce qu'on m'a collé ça sur le dos. Les travaux de rénovation de votre bureau auraient coûté plus de 100 000 euros. Voilà, alors c'était des choses qui avaient été décidées avant que j'arrive à Radio France, mais il a fallu une enquête de l'inspection des finances pour me blanchir. Là, ce sont les syndicats. C'est les syndicats qui m'ont avoué, voilà, c'est que les syndicalistes m'ont avoué, et des années après, que certains de syndicats, dont je tais le nom en 3 lettres, avaient poussé le truc. Donc vraiment, il y avait des fronts de partout. Je peux vous dire qu'il faut être assez solide et vraiment avoir confiance en soi et être un bagarreur, ce que je suis, pour tenir. Et à la fin, j'ai tenu et les résultats sont là. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Magellan, président fondateur de Magellan, cette plateforme. Vous avez envie aussi de pouvoir continuer à faire ça et de revenir aussi sur une chaîne ou sur une... Aujourd'hui, j'ai créé avec mon cofondateur Arthur Perticos cette plateforme et ce studio de podcast. Ça va faire 3 ans, là, dans 10 jours. Ouais. Aujourd'hui, on a 400 programmes. On sort un très bon programme. Je vous recommande avec Christophe Rocancourt, par Christophe Rocancourt. Il sort jeudi. Voilà, on fait toute une série sur des personnalités un peu sulfureuses comme ça. Je me suis réinventé une vie dans le privé, entrepreneur. On est une vingtaine. Il y a beaucoup de jeunes. C'est une autre ambiance. Moi, ça m'a, à 40 balais, ça m'a permis d'avoir une vie après. Je ne dis pas jamais que je reviendrai peut-être un jour dans un grand groupe, mais aujourd'hui, je suis à fond dans cette entreprise et ça me va bien.